Bonjour, je suis Alexandre Nedelec et ma présentation s'intitule Traduire Alda Merini, enjeu théorique d'une pratique de la traduction poétique. Quand il s'agit de questionner les pratiques énonciatives du texte, d'explorer le rapport entre le texte, si sacré, et son appareil critique qui viendrait le parasiter, la question de la traduction peut apparaître centrale. Le traducteur d'un texte lyrique prête finalement son propre jeu au jeu d'un autre, et en l'occurrence d'une autre. Le texte traduit n'est ni le texte de la poétesse, ni un de ses textes critiques. Il est autre chose. Il est sa traduction. Il est fruit d'une volonté de recréer un art qui fascine outre-Piémont, afin que, traversant les Alpes, il n'y perde rien de sa force, de sa saveur, mais que victorieux, le jeu mérinien, tel Hannibal inversé, vienne conquérir la France. Être un passeur, pour l'amoureux de l'italien et du français que je suis, c'est dresser un pont entre ces deux univers voisins. Mais mon mémoire ne vise pas uniquement à satisfaire mon ego par une tentative de prêter ma voix à Alda Merini la milanaise. Cette poétesse disparue en 2009 trouve de nos jours une grande reconnaissance en Italie. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir très vite que de nombreux jeunes Italiens non seulement connaissent son nom, mais peuvent également citer ses vers. Quel jeune Français, même cultivé, pourrait nous citer Bonnefoy ou Jacotet? Alors, si ces vers ont assez de force pour rester en tête, une traduction française doit se vouloir aussi marquante. Ainsi commençait à naître mon projet de traduction. Faisant croître cet embryon fragile, mon mémoire de traductologie présentera une réflexion sur la tâche du traducteur, pour interroger la cohabitation souvent difficile qu'il y a entre pratique et critique de la traduction. En bon serpentard, je ne renie rien de mon ambition, et j'espère montrer par mon travail que tout faire pour conserver ce qui fait un poème est possible. Effie Metkind disait: il n'est pas de poème intraduisible, il n'y a que des traducteurs paresseux et incompétents. Me voilà prévenu. Première tâche confiée par Madame Lombez, choisir un texte à traduire. Cette première étape n'a rien d'innocent, bien sûr, car elle conditionne le mémoire, mais aussi les thèmes qui seront abordés dans l'étude critique. L'autrice choisie, il reste à décider des textes à étudier. J'ai finalement composé un corpus de 20 poèmes, tirés pour la plupart des écrits précoces de la poétesse. J'ai eu très tôt fait de renoncer à cette chimère qui serait de croire que je trouverais des critères absolus et objectifs afin de le composer. Ces critères-là ne sont que fumée. Saisissez-en un et ils s'envolent en vous narguant. Alors, un grand nombre de poèmes doivent leur élection à c'est magnifique, cela me touche, je veux le traduire. Quelle merveille quand une recherche poétique définit son objet d'étude par les coups du cœur. Toutefois, ma tropique pour les thèmes afférents à la mystique et au religieux m'a poussé à choisir plusieurs textes ayant une teneur profonde spirituelle, tout en percevant qu'ils sont souvent des trompe-l'œil. La Mérini parle souvent de Dieu pour parler de ses amours avec les hommes. Tension entre l'âme spirituelle et le corps sensuel. Mon projet de traduction grandissait. Puis il me fallut m'atteler à la traduction. 2 mois et demi de travail acharné, à se battre jour et nuit, nuit et jour, pour faire parler une langue, lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Tant d'heures à suer pour faire chanter des mots français trop plats, tant de mines de crayon gâchées en voulant intégrer dans 4 et 6 syllabes la beauté de l'accent italien. Très vite, je me suis rendu compte qu'une traduction littérale est souvent facile à obtenir entre le français et l'italien. Mais transmettre de la musique, là est la vraie difficulté. Ainsi, mon projet de traduction se profilait plus que traduire des mots. Je veux traduire une mélodie, un déchirement, un sens profond qui unisse en italien la forme et le fond, accent tonique et sens.
Je veux réconcilier mes dictionnaires. Et bien qu'une méthode ait été définie au préalable, chaque difficulté est singulière, chaque solution doit également l'être. Je me fixe alors pour règle de m'interdire qu'à deux accords harmoniques italiens ne vienne répondre qu'une seule pauvre note française. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, nous disait Verlaine. Et Marceline Desbordes de Valmore, je la découvre et j'apprends d'elle le grand indécasyllabe. En français, il est bien curieux, mais il semble si propre à estropier ce grand niais d'alexandrin. Ainsi, ce combat fini, traduction faite, relue par mes pairs et surtout par mes directeurs, il me faut à présent me faire mon propre critique, mon propre avocat. La science de la traduction, ce champ récent et passionnant de la littérature comparée, à cheval entre la critique et les sciences du langage, s'intéresse particulièrement à ce que le traducteur peut comprendre de sa propre pratique. Ainsi, il me faut à mon tour porter un regard sur mon propre travail afin qu'il profite à cette science universelle et divine de la traductologie. Une belle part du travail avait déjà été faite en amont de la traduction. On ne traduit pas un texte sans savoir ce qu'il veut dire, sinon on ne saura jamais ce qu'il faut traduire. Je me questionne. Y a-t-il des écarts? Quels sont-ils? Pourquoi? Sont-ils légitimes? Sont-ils justes? Sont-ils moraux? Sont-ils seulement beaux? Tant de questions qu'on ne manquera pas de me poser. Alors, prêcheur, prêche-toi toi-même, sûrement vaut-il mieux que je le fasse le premier. Le but ultime, évaluer un projet de traduction. L'objectif finalement n'est pas de dire si j'ai fait une bonne ou une mauvaise traduction, cela je le laisse à Gallimard, mais plutôt de livrer un exercice d'honnêteté intellectuelle et de sincérité, quelque chose de très personnel et qui témoigne d'un vrai souci de contribuer au savoir et à la connaissance poétique. Je voudrais pour terminer vous livrer quelques-unes de mes plus belles trouvailles. Traduire un poème, c'est jouer au taquin. Bougez une pièce et toutes les autres bougent aussi. Changer un substantif, son genre, implique des E cruels qui rendent votre vers trop long, votre césure trop lyrique pour être vraie. La difficulté engendre la difficulté, et le traducteur, ce joueur taquin, finit par y prendre tellement de plaisir que peu de choses peuvent égaler la joie d'une belle trouvaille. Aussi, traduire le corpus hétérogène d'Aldamérinie, c'est traduire l'esprit de cette femme admirable mais bipolaire, de cette femme amoureuse de Dieu et du corps del suo unico sposo, elle qui voudrait un fils de toi. C'est courir le risque de voir de la cohérence là où il n'y en a pas. En traducteur, la tentation d'uniformiser est parfois si forte qu'il faut héroïquement lui résister. Alda Merini est folle. Alors ma langue doit l'être aussi. Elle saute d'une émotion à l'autre, d'une image à une autre. Alors je me dois de bondir entre ces vallées lombardes. C'est cela, traduire l'incohérence. Mais parfois ce sont des mots, des images qui incessamment reviennent, le sang qui se forme en elle, des formes qui la forment et l'ensorcellent, mais surtout l'ombre. Cette ombre où elle tâtonne, cette ombre à laquelle elle se heurte, le spectre obscur qui s'abat sur ses demeures. Elle utilise des mots proches pour parler de cette ombre qui la hante, cette maladie qui jamais ne l'aura laissée libre. Alors moi, traducteur, je me dois de faire sentir la cohérence d'une souffrance qui baignait dans un amour profond, malgré les vagues, malgré les tonalités différentes. C'est cela, traduire la cohérence. Je vous remercie de votre attention. Je conclurai simplement en soulignant que toute traduction est un cadeau à faire à la fois à la langue qui le reçoit et à la langue qui l'offre. Ce rôle de passeur entre deux mondes est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que j'aime, et je souhaite, si mon travail s'avère concluant, en proposer une partie ou de l'étoffer pour la publication en anthologie ou en revue. Je voudrais également poursuivre sur un travail plus poussé en thèse de doctorat. Aussi, je voudrais terminer en
m'adressant à ceux qui auront bientôt à choisir leur premier sujet de mémoire. Soyez courageux, audacieux, ne refusez pas l'ambition. Vous avez la chance de pouvoir travailler pendant 1 ou 2 ans sur un sujet qui vous tient à cœur. C'est là la plus belle des façons de découvrir votre propre vocation. Merci.